À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Certes, la nuit a été plus calme, mais une fois de plus, la mort d'un jeune homme noir après son interpellation par la police vient donc de plonger les États-Unis dans la violence. Des immeubles en feu à Baltimore, des émeutes en pleine ville. Et une question lancinante, l'Amérique est-elle un pays raciste? Que nous disent ces émeutes de l'Amérique d'aujourd'hui? Bonjour Marie-Cécile Nave. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. D'abord, pour bien situer, pour planter le décor, Baltimore, c'est quel type de ville? C'est une grande ville avec une grande agglomération, à peu près un centre-ville qui fait 600 000 habitants et puis une agglomération de 2 millions d'habitants, donc c'est quand même une grande ville. Et puis surtout, il y a... on est au nord-est des États-Unis. On est au nord-est des États-Unis, dans le Maryland, et il y a 60% d'Afro-Américains dans la ville, donc c'est une configuration quand même très particulière. Et puis évidemment des ghettos noirs, des quartiers noirs et des quartiers blancs. La maire est afro-américaine, le commissaire de police aussi. Et donc c'est quand même une ville assez spécifique. Mais tout de suite vous parlez de ghettos. Oui, il y a des ghettos, il y a une ségrégation urbaine, mais comme chez nous finalement, hein, c'est pas très différent de la France. Il y a encore une trentaine d'années, on parlait de melting pot pour parler des États-Unis. Maintenant, on parle de société salad bowl, c'est-à-dire que les différents éléments de la salade ne se mélangent pas. Ils sont vraiment séparés les uns des autres et probablement que ça va pas changer dans les années à venir. Pour vous, que révèlent ces émeutes ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Baltimore, c'est une configuration spécifique, comme je l'ai dit, en termes ethniques ou raciaux, entre guillemets, mais aussi parce qu'il y a un passé de violence policière qui est assez connu aux États-Unis. Depuis quelques années, il y a eu une centaine de bavures policières et la ville a beaucoup indemnisé les victimes, pas que des Noirs d'ailleurs. Et puis ça s'inscrit aussi dans un contexte national très particulier avec un président métis, avec un ministre de la Justice, un ancien ministre de la Justice et une nouvelle ministre de la Justice qui sont eux-mêmes afro-américains. Et donc la communauté noire américaine a placé beaucoup d'espoir dans ces élites nationales et elle est très déçue parce que Barack Obama a certes fait une politique en faveur des classes moyennes dont ont bénéficié les Noirs, accès à l'éducation, à la politique de petite enfance, mais rien pour les plus démunis. Et donc il y a une déception très grande. On va reparler de ces espoirs déçus et du bilan de Barack Obama de ce point de vue-là. Mais comment est-ce que vous expliquez cette impression, ce regain de tension qu'on a l'impression de vivre aux États-Unis depuis quelques mois? Pourquoi maintenant ? Probablement parce que les bavures policières ne peuvent plus être cachées du grand public. Maintenant aussi avec les réseaux sociaux, la vidéo de Freddie Gray, il y a une vidéo de Freddie Gray. C'est-à-dire que systématiquement maintenant on a la vidéo quelques minutes ou quelques heures après la bavure. Systématiquement quand il y a quelqu'un qui est là, quand ça se passe dans l'espace public. Et donc après évidemment ça fait le buzz, ça circule et on ne peut plus étouffer les affaires comme avant. Et puis évidemment les médias, y compris les médias étrangers comme vous, s'en emparent. Ces tensions sont très localisées ou alors elles existent sur tout le territoire américain? Elles sont quand même localisées dans des villes qui ont soit un passé de ségrégation comme dans le Missouri, Ferguson, etc. Soit dans des villes une configuration raciale très spécifique comme Baltimore. C'est pas l'Amérique qui brûle. Il faut faire attention aux interprétations vues de l'étranger. C'est comme nous quand il y a eu les émeutes en 2005, on disait la France est en train de brûler. Voilà. Certains manifestants évoquent le racisme ordinaire au sein de la police américaine. Il y a un vrai souci avec la police américaine? Oui, il y a un vrai souci avec la police américaine. Il y a un sentiment d'impunité. Ils sont quasiment jamais condamnés. Pas toujours quand même. Hein. De plus en plus, comme ça commence à se voir, il y a de plus en plus d'affaires qui vont en justice, y compris au pénal. Mais quand même, il y a un sentiment d'impunité. C'est pas forcément du racisme intentionnel, comme on en connaissait jusqu'au dans les années 60 ou 70. C'est vraiment des stéréotypes, des préjugés sur le noir dangereux, sauvage. C'est ce que disait par exemple Darren Wilson à Ferguson, le policier blanc. Il a dit mais j'ai vu arriver ce grand noir devant moi, j'ai eu peur. Il y a un stéréotype de l'homme bestial qui est très racialisé évidemment. Et c'est une police blanche majoritairement? Ça dépend. À Baltimore, pas que, mais dans une grande partie du pays, oui, quand même. Alors, on a une question sur Twitter d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Il vous demande, la justice américaine a-t-elle déjà condamné des policiers dans les précédentes brutalités des forces de l'ordre? Vous avez commencé à répondre à cette question. Oui, il y a eu des condamnations déjà et des exclusions de la police. Les bavures policières sont plus fréquentes aujourd'hui ou pas? Non, je ne pense pas. Non, ça se sait plus.
Certains réclament aujourd'hui que les policiers soient équipés de caméras. Est-ce que c'est possible? Ça semble possible. Ça réglerait le problème, ça, ou pas? On sait qu'il y a déjà des caméras sur certains véhicules de police, mais pas forcément sur tous les policiers. Oui, je ne pense pas que l'outil puisse complètement changer les pratiques. Une caméra, ça peut toujours s'éteindre, ça peut toujours s'oublier, on peut toujours trafiquer les images. Il vaudrait mieux qu'ils se méfient plus des réseaux sociaux et des téléphones mobiles qui circulent partout. Alors, on a une autre question sur Twitter de Samuel Elio avec le hashtag, toujours le hashtag un matin. L'élection d'Obama avait été un grand espoir, notamment pour la communauté afro-américaine. Qu'en reste-t-il? Pas grand-chose du point de vue de la communauté noire. Elle a été la première victime de la crise des subprimes et de la crise économique qui a suivi. Le revenu médian des Noirs aujourd'hui est de 60% du revenu des Blancs. Il y a toujours ces préjugés raciaux. Il y a ces préjugés raciaux. Il y a un accès qui est amélioré à l'éducation, notamment à l'enseignement secondaire et supérieur. Mais en termes économiques, les inégalités se sont creusées. Elles sont à peu près au même niveau qu'il y a 30 ans. Et donc, il y a une très très forte déception. Ils savent bien que le prochain président ou présidente, quel qu'il soit, ne sera a priori pas noir, ça c'est sûr. Il n'y a pas de raison qu'il fasse plus qu'Obama. Barack Obama, justement, il avait une hantise en 2008 quand il était en campagne, c'était d'apparaître comme le candidat, puis comme le président des Noirs. Il a tout fait pour éviter d'avoir cette image-là. Comment est-ce qu'il peut réagir aujourd'hui et comment est-ce qu'il réagit face à ces événements? Je l'ai écouté hier soir, peut-être un petit peu comme les auditeurs, et il a eu un discours à la fois que j'ai trouvé assez langue de bois en disant l'Amérique mérite mieux, les enfants de l'Amérique méritent mieux, mais en même temps les émeutiers sont des délinquants. Et donc c'est pas un message qui peut vraiment, je pense, satisfaire la communauté noire. Il a toujours le rêve d'une société post-raciale, mais ça peut pas être une prophétie autoréalisatrice. Il faut des mesures fortes, et notamment pour les plus démunis. Et ces mesures-là, est-ce qu'il les a prises ou pas? Non, et puis j'ai pas l'impression que ce soit sa priorité pour les années à venir. Il vise la classe moyenne, comme il l'a toujours fait, et c'est pas un président socialiste au sens très péjoratif du mot comme ses adversaires le qualifient. Il a fait une politique plutôt pour les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Ça fait plus de 50 ans que Martin Luther King a prononcé son discours I Have a Dream. L'Amérique n'en a pas fini 50 ans après avec ses démons racistes. Non, mais nous non plus. Oui. Merci beaucoup, merci, on va se quitter là-dessus. Merci Marie-Cécile Nave, merci à vous d'être venue en direct sur Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, et votre dernier livre qui est là, Le nouveau visage des droites américaines, les obsessions morales, raciales et fiscales des États-Unis, il est paru chez FIP Éditions. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup.